Bonsoir à tous les EPV, bonsoir à tous ceux qui nous aiment, bonsoir à tous ceux qui nous détestent, bonsoir à tous ceux qui sont des indécis, bonsoir à toute l'humanité, que la paix et le salut de Dieu soient sur chacun de nous. En vérité, Dieu est une entité unique. Il est le seul qui mérite d'être imploré pour tous nos besoins, parce qu'en vérité, c'est une entité qui n'a jamais engendré et qui ne peut être engendrée, encore moins fabriquée ou créée, car en vérité, il n'est égal à rien et rien n'est égal à lui. Et la fin de toute chose sera le déterminant de sa vie future. En vérité, ce n'est ni le début, ni le milieu qui compte, mais c'est la fin de toute chose qui est sa véritable réponse à elle-même. Mesdames et messieurs, comme l'indique le titre de l'émission, c'est une émission spéciale que nous faisons sur le Mali, le Burkina, la Guinée-Conakry, le Niger, pour essayer une dernière fois d'attirer l'attention de ces peuples sur le grand danger dans lequel ils sont en train d'enfoncer leur peuple, mais en même temps, peut-être par inconscience ou par ignorance, ils sont en train d'enfoncer toute l'Afrique. Et comme il l'a dit, quand vous voyez le mal, si vous ne pouvez pas utiliser votre force, votre capacité à mettre fin au mal, utilisez vos paroles, utilisez votre capacité d'expression pour alerter. Si vous en êtes incapable, détestez, même si c'est en montrant dans le cœur ou sur le visage. Et c'est à ce titre-là que nous interpellons les gens dignes, les femmes dignes, les hommes dignes de ces pays à se ressaisir et à prendre possession de leur pays aux mains de brigands, aux mains de filous, aux mains de dangereux individus sans projet de vie qui se font appeler aujourd'hui des putschistes et qui sont en proie, sinon en voie, de détruire leur propre pays, mais aussi de mettre en péril l'avenir même de plusieurs générations d'Africains. C'est sur ce sujet que nous allons nous prononcer un peu aujourd'hui et après, permettre aux uns et aux autres d'avoir la parole pour pouvoir donner leurs avis. Le sujet va beaucoup se porter sur le Mali. Et certains vont me demander, mais pourquoi le Mali, alors qu'il y a eu des coups d'État en Guinée, il y en a eu au Niger, il y en a eu au Burkina, mais pourquoi le Mali? La raison, elle est simple. Ça a commencé d'abord au Mali. Et le Mali, au lieu de se rendre compte de l'erreur dans laquelle elle s'est enfoncée avec le putschiste Assimi Goïta et sa bande, veut aujourd'hui transformer ce qui est honteux en valeur philosophique, en valeur morale. Et oui, le prophète des musulmans nous l'avait dit, que l'un des signes de la fin du monde, c'est que les petites gens prendront la place des grands. Ceux qui n'ont pas droit à la parole seront ceux-là qui vont s'exprimer à la place de ceux qui devraient. Mais aussi qu'on verra que l'humanité, la honte va disparaître et tout ce qui est honteux deviendra une vertu. Et c'est à ce titre-là que, durant la 78e Assemblée des Nations Unies, on a vu des nations venir avec leur honte pour dire que c'est le monde entier, le reste du monde entier qui se porte mal. Sinon le Mali va bien, le Burkina va bien, le Niger va bien, la Guinée va bien. Et donc, il faut être capable de rappeler à ces personnes que non, sur cette planète Terre-là, ceux qui font le mal, ceux qui sont dans la bêtise, ont toujours été des individus minoritaires, quelle que soit l'impression qu'ils veulent donner. Et il est important à un certain moment de s'arrêter et de leur rappeler ce qu'ils sont et de leur dire leur vrai nom en face pour qu'ils sachent qu'il y a des vrais humains qui sont encore dignes
et qui sont là qui vont leur parler. Et malheureusement, c'est ce Mali-là qui s'est transformé en porte-voix ou même en plateforme même de lancement de la bêtise en Afrique pour essayer de créer le désordre et le chaos, les ruines et les larmes des générations africaines. Tout commence le 19 août 2020. On est à Bamako et on voit quelqu'un qui s'annonce à la télévision du nom d'Assimi Goïta. Et il se présente le 19 août comme étant le président du Comité national pour le salut du peuple. Pour simplifier, quand on fait quelque chose de honteux, on est toujours les premiers à se donner bonne conscience. Comité national du salut du peuple. Le nom est si beau à entendre. Le peuple aura son salut. Il ira au paradis. Mais contre toute attente, 9 mois, ayant été incapable de donner le salut au peuple malien, 9 mois après le 19 août 2020, c'est-à-dire exactement le 24 mai 2021, la même racaille d'Assimi Goïta refait un autre coup d'État parce que n'étant plus satisfait de sa position du président du comité national, c'est-à-dire le chef des putschistes, n'étant plus satisfait de cette position-là, il va faire arrêter le président du pays qui était Bandao. Il va faire arrêter le premier ministre Mokhtar Wan et il va aussi arrêter le ministre de la Défense Souleymane Doucouré. Ayant été incapable de donner le salut, il crée maintenant une autre nouvelle forfaiture dans la forfaiture. À moins de 9 mois, il réalise 2 coups d'État. Mais en réalité, il faut qu'on définisse ce que c'est qu'un coup d'État. Un coup d'État, c'est quand tu prends des armes et puis tu t'en vas. Les gens avaient voté. Ils ont mis un président. On dit on allait dans les urnes pour voter là. Le président qu'on a décidé là, le président s'appelle Noufo Kone, comme le frère qui est là avec nous. Maintenant, les gens comme les Assimi, comme les Ibrahim Traoré, comme les Mamadou Doumbia, comme les généraux Tiani, eux ils disent, comme nous là, on n'a pas les arguments pour convaincre. Parce que pour gagner une élection, il faut être capable de convaincre pour dire au peuple là, si moi je viens, voilà comment je vais faire votre bonheur. Mais comme eux, ils ont les armes, eux ne peuvent pas faire ce que les politiciens capables qui gagnent dans les unes peuvent faire. Eux, ils regardent, ils attendent les opportunités. Soit on les manipule, ou même soi-même, eux-mêmes ils font des coups d'État parce que les autres ont fait ça chez eux. Le cas du Niger, eux, ils ont fait coup d'État parce que, bon, le Mali et le Burkina ont fait. Dans le cas du Burkina et du Mali, eux, ils ont été manipulés par Wagner. Si vous suivez très bien les dates, il y a une chronologie bien définie. Je vous avais dit que Wagner était en Côte d'Ivoire entre 2019, fin 2019, jusqu'à la moitié de 2020. Ils avaient voulu s'implanter pour déstabiliser le régime. Mais quand ça n'a pas marché, ils ont quitté et ils se sont dirigés au Mali. Il y a eu le coup d'État quand? Et regardez le 19 août 2020. Vous voyez que les dates correspondent exactement. Et donc, quand ils enlèvent ces présidents démocratiquement élus, donc eux prennent le pouvoir. C'est ça qu'on appelle un coup d'État. Mais ces putschistes-là, comme on va le voir en 2022, à travers le ministre, un ministre malien, quand ils se retrouvent sur la scène internationale, c'est eux qui veulent convaincre que eux, là, les vrais putschistes, là, eux ne sont pas des putschistes. Ils disent que c'est ceux qui font 3e mandat. Mais ceux qui font 3e mandat, là, il y a Alassane Ouattara dedans. Oui. Faut pas avoir honte. J'ai dit, même si vous voulez 10e mandat,
Donc, on va compter ceux qui font troisième mandat, on va compter. Il y a Alassane Ouattara dedans. Il y a Eyadema, le président actuel, qui est dedans aussi. Il y a Macky Sall dedans, puisque vous l'accusez de tous les noms. On prend ça comme ça. Il y a aussi Paul Kagame dedans. Il y a aussi Paul Biya Mvondo qui est dedans aussi. Il y a aussi l'empereur qui est dedans aussi. Congo-Brazzaville qui est dedans aussi. Et donc, ils disent que, quel que soit ce que vous voudrez, il y a aussi l'actuel président de la Centrafrique, Touadéra. Quand tu votes une constitution pour dire que toi, tu es président à vie, c'est tout ça, on appelle ça troisième mandat pour aller rapidement. Et donc, dans la conscience populaire, ils disent aux gens, voyez-vous, si les gens font des troisième mandats, c'est ça aussi le coup d'État. Mais ce qu'ils oublient de dire aux gens par mauvaise foi, c'est que comparaison n'est pas raison. Au moins là, eux, ils ont le mérite de n'avoir pas pris les armes pour nier la réalité de leur peuple. Quel que soit, mais que ce soit avéré ou pas. Ils ont le mérite au moins de n'avoir pas pris les armes. Pourquoi? Parce que si tout le monde devrait prendre les armes là, le peuple est plus violent que vous. Si tout le monde devrait prendre les armes là, il y a des plus violents que vous. Même d'autres pays même peuvent venir envahir d'autres pays. Ce qu'ils appellent troisième mandat, c'est quoi? Dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, on a déjà 1001 fois expliqué qu'en Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien, à partir de 2016, a librement décidé de se donner une nouvelle constitution. Et le peuple est allé dans un référendum pour dire nous reconnaissons la troisième république. Quand on passe d'une république à une autre là, c'est comme un renouvellement de toutes les institutions. Mais en plus de cela, il y a eu un concours de circonstances malheureux qui ont conduit à la mort de notre père Amadou Gon Coulibaly et à la mort de notre grand frère Ahmed Bakayoko. Et dans la précipitation, c'est ce qui va contraindre le président ivoirien à appliquer et à exercer son droit le plus absolu. Tout lui permettait d'être présent à ces élections-là. Et le président ivoirien a non seulement pris le temps de demander à ceux-mêmes qui ont écrit la Constitution, les Ouaga et Boué et autres, mais il a pris aussi un consortium de constitutionnalistes français-américains pour leur demander ce que les gens ont écrit et puis ils disent que je peux être candidat là. Vous-même réinterprétez dans tous les sens et puis venez me dire la vérité. Ils sont tous venus pour dire, monsieur le président, vous pouvez vous présenter, c'est votre droit le plus absolu. Ça, c'était le cas de la Côte d'Ivoire. Et on pourrait citer ainsi de suite d'autres exemples. Mais le plus dramatique dans l'affaire, comme eux cherchent des gens qui doivent les ressembler forcément, on accuse n'importe qui de n'importe quoi sans jamais chercher à calculer les conséquences des actes que nous posons. Aujourd'hui, quand vous venez en Côte d'Ivoire, est-ce que Alassane Ouattara, il ne travaille pas ou mais il travaille? Est-ce que vous qui avez pris les armes là, au Mali, au Burkina, au Niger, est-ce que vous travaillez? Non. Alassane, lui, il est dans son troisième mandat, mais il travaille. C'est déjà une grande différence. Alassane, lui, il est dans son troisième mandat, il n'a pas fait un coup d'État par les armes pour venir à ça. Alassane Ouattara est dans son troisième mandat, il propulse la Côte d'Ivoire au-delà même des espérances. Or, vous êtes en train de tirer votre pays pour tomber même dans les enfers. Voilà déjà les différences entre vous. Alassane Ouattara, dans son troisième mandat, il est un interlocuteur incontournable sur la scène internationale. Alors que vous êtes des déchets, des parias sur la scène internationale. Et donc, si vous avez bien compris ces distinctions, on peut évoluer.
Le 24 mai 2021, Assimi fait arrêter Bandao, qui était le président de la transition. Et puis, il se donne lui-même le titre de président maintenant. Il fait arrêter Mokhtar Wan, il nomme ses camarades. Il fait arrêter le ministre de la Défense, il nomme ses camarades. Quand il fait ce coup d'État, c'est-à-dire 2 coups d'État en 9 mois, écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. La CEDEAO et l'Union africaine n'ont pas tardé à réagir. Pourquoi ils ont réagi? Mais si on demande aux gens d'aller voter, et puis 3 mois, 9 mois après, on vient pour dire, bon, on s'en fout de votre vote. Mais en ce moment, de qui est-ce qu'on se fout? On se fout de nos propres peuples. C'est ce principe-là que la CEDEAO et l'Union africaine ont toujours maintenu. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Je n'ai pas dit la CEDEAO, je n'ai pas dit l'Union africaine seule, j'ai dit la CEDEAO et l'Union africaine. L'Union africaine, là, c'est tous les pays d'Afrique. La CEDEAO, là, ce sont les pays qui sont membres de la CEDEAO en Afrique de l'Ouest. C'est les deux, dès qu'il y a eu les 2 coups d'État, là, ils ont vu que la situation devenait un désordre pas possible. Ils se sont réunis. Et le 31 mai 2021, entre le 31 mai 2021 et le 1er juin 2021, ils se sont réunis. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, la première chose qu'ils ont fait, ils ont condamné le coup d'État. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Que eux là, ils rejettent la prise de pouvoir par les armes. Et ils ont... Retenez très bien tout ce que je suis en train de vous dire. Ils disent, eux ne parlent pas de coup d'État constitutionnel. Eux parlent de coup d'État militaire là. C'est ça, eux condamnent. C'est un principe non négociable. Ça s'est passé le 31 mai 2021 et le 1er juin 2021. Lors du Conseil de paix et de sécurité. Comme par principe, ils ont condamné le coup d'État. Ils ont rejeté la prise du pouvoir par les armes. Et ils ont demandé qu'aujourd'hui, là, les Occidentaux, nos partenaires internationaux, et ceux-mêmes qui voient, qui connaissent la connaissance du monde aujourd'hui, là, ils disent, tant que vous n'avez pas des civils bien élus, vous n'aurez pas de partenaires pour discuter sur la scène internationale. Ils ont donc demandé aux putschistes d'assurer un retour rapide à un gouvernement civil. Entre l'Union africaine et la CEDEAO, il y a eu problème là-bas. La CEDEAO dit que la dernière partie que l'Union africaine est en train de dire là, on appelle les putschistes à assurer un retour rapide du gouvernement à un gouvernement civil là. Que eux, CEDEAO, ne sont pas d'accord avec ça. Que eux là, dans leur texte que eux vont donner au Mali là, eux respectent ce que lui a dit, hein, mais que eux dans leur texte là, eux vont dire que eux ils exigent un retour du gouvernement civil sur le champ. Mais en réalité, c'est la même parole. En réalité, c'est la même parole. Seulement que la position de la CEDEAO était plus dure. La CEDEAO, c'est combien de pays? Si tu connais le nombre de pays de la CEDEAO là, c'est eux là, quand ils prennent une décision là, c'est pas une personne. Et la CEDEAO ne s'est pas arrêtée là. La CEDEAO a promis de prendre des sanctions contre le Mali. Je dis bien la CEDEAO. Vous me donnez une seconde. Je dis bien la CEDEAO. La CEDEAO même, au lieu de parler pour crier là, il faut donner les noms. Là, on va savoir c'est combien de personnes. Est-ce que CEDEAO là, c'est pas Côte d'Ivoire seul? Vrai là, on est en 2023. Je vais citer le nom des pays. Si je me trompe, ou même si je mens là, on va vous donner l'occasion de venir dire tu as menti. CEDEAO là, il y a Bénin dedans. Il y a Burkina Faso dedans. Il y a le Cap-Vert dedans. Il y a la Côte d'Ivoire dedans. Il y a la Gambie dedans. Il y a le Ghana dedans. Il y a la Guinée dedans. Il y a la Guinée-Bissau. Il y a le Libéria. Il y a le Mali. Il y a le Niger. Il y a le Nigeria.
il y a le Sénégal, il y a la Sierra Leone, il y a le Togo. Ça fait 15 pays bien comptés. Quand on dit CEDEAO là, c'est l'ensemble de ces 15 pays-là. Quand on dit CEDEAO dit qu'en plus de... Il faut que les civils retournent au pouvoir sans condition. On va prendre des sanctions économiques et financières contre le gouvernement putschiste. Ce n'est pas Alassane Ouattara. C'est l'ensemble des présidents des 15 pays-là qui ont décidé de ça. Ça, retenez ça très bien. Et donc, je vous ai dit que cette première réunion-là, qui a été le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ça a été le 31 mai et le 1er juin 2021. Et c'est le 9 janvier 2022 que les gens de la CEDEAO, ils restent fidèles à leur posture pour dire l'Union africaine a été tendre, mais nous, on va aller au-delà pour prendre des sanctions. C'est le 9 janvier 2022 que la CEDEAO va frapper et pour se faire respecter, appliquer ce qu'elle avait promis. La CEDEAO exige à tous ces 15 pays la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre le Mali et les pays de la CEDEAO. La CEDEAO exige la suspension de toutes les transactions commerciales entre le Mali et les pays de la région. La CEDEAO exige le gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales et commerciales de la CEDEAO. La CEDEAO exige la suspension du Mali de toutes les aides des institutions financières de la CEDEAO. Mais la CEDEAO prend le soin de dire que dans ces sanctions-là, les biens de consommation essentiels, les produits pharmaceutiques, les équipements médicaux, le matériel de contrôle, parce qu'on était dans le Covid en 2022, le matériel de contrôle, comme ce qu'on prenait pour faire les tests là, avec les produits pétroliers puis l'électricité là, que non, il ne faut pas, on va appliquer sanctions sur ça. Et en plus de ça, les 15 pays ont dit à leurs ambassadeurs quitter le Mali. Et donc, le Mali est mis en face des sanctions. Au lieu de prendre conscience pour se demander qu'est-ce qui nous a conduit à ça, les Maliens se mettent dans une situation pour voir en la CEDEAO l'individu du président Alassane Dramane Ouattara. Et ils vont déjà traiter le monsieur de tous les noms. Alors que c'est ce même monsieur, sans que les Maliens ne le sachent, c'est ce même monsieur-là qui a pris sa caution et qui a convaincu les autres 14 présidents. Et le 3 juillet 2022, à Accra, au Ghana, il leur a dit, ouvrons les frontières terrestres et aériennes. La CEDEAO a amoindri les sanctions. Mais quand ils ont fait ça, qu'est-ce qu'ils ont remis à la délégation malienne? On dit on va amoindrir les sanctions. Parce que c'est Ouattara qui a demandé. Parce qu'il faut dire les choses comme telles. C'est le président Ouattara là. Il dit qu'il y a des liens historiques entre eux et les Maliens là. Et puis chaque jour, les gens viennent le voir au palais. Les gens rasent les murs de son palais. Il dit ayons pitié d'eux. Les gens disent président Ouattara, ce que tu es en train de demander là, c'est pas bon. Il dit faisons. Donc le 3 juillet là, 2022, ils sont allés à Accra au Ghana. Les gens disent, comme nous on te respecte, tu es sage, tu sais ce que tu fais là, on n'a qu'à faire. Ils ont allégé les sanctions. Quand ils ont allégé les sanctions, il y avait une délégation malienne qui était là-bas. Les gens leur ont dit, voilà les sanctions qu'on a allégées là. Ce n'est pas quelque chose de gratuit. On vous donne une période de transition qui ne doit pas dépasser mars 2024. Si vous voyez que j'insiste sur les dates, tout là, il y a quelque chose, vous allez bien comprendre à la fin.
Ils leur disent, on va lever les sanctions. Mais voilà les conditions qu'on vous donne. Et les autorités de la transition acceptent. Ils signent le document. C'est le document là qui est entre eux et la CEDEAO. Ça s'est passé le 3 juillet 2022 à Accra. Votre transition là, vous organisez des élections. En tout cas, on ne parlera plus de transition après mars 2024. Ils disent qu'ils sont d'accord. Assimi et sa bande, ils ont signé ça. La CEDEAO dit que ce n'est pas encore fini. Toi-même Assimi, toi-même Choguel, et tous ceux qui sont autour de vous, ce que j'ai dit là, après ceux qui sont, si je mens là, si quelqu'un sait que moi je mens et puis la personne se tait dessus, que Dieu maudisse l'âme de la personne. Mais si quelqu'un sait que je mens, ou bien que je me suis trompé, même si je me trompe, que la personne vienne ici pour m'humilier devant tout le monde. Ça, c'est ce que je souhaite aujourd'hui. En plus de la première condition, qui est qu'à jusqu'à la date de mars 2024, on ne parle plus de transition au Mali là. Qu'est-ce qui a été demandé à Assimi et à sa bande? Ils ont signé le premier. On leur a dit, aucune autorité de la transition ne participera aux élections présidentielles. Ils ont signé le document là, la CEDEAO a ça. Eux-mêmes, ils ont ça. Et en plus encore, la CEDEAO dit, nous, on n'est pas comme l'Union africaine pour s'amuser avec vous. On va maintenir les sanctions contre les membres de la junte au pouvoir, ainsi que les sanctions administratives à l'encontre du Mali. Parce que quand tu violes la loi, on doit t'interpeller. Donc CEDEAO là, c'est qui? CEDEAO là, ce sont les 15 pays que je viens de citer. Ce sont les présidents des 15 pays là que je viens de citer. Et donc, lorsqu'on se retrouve dans un tel schéma, qu'est-ce que maintenant Assimi et sa bande font? Comme ce que Gbagbo a fait quand il allait à Kléber et Marcoussis pour signer les accords là. Il dit, ah, quand je suis là-bas là, on m'a forcé sinon là. Donc, ils suscitent des gens dans les rues et ils font des critiques acerbes. Pas contre la CEDEAO, mais contre la personne individuelle du président Alassane Ouattara. Si vous voyez tout ce que je viens de vous dire avec tous les détails là, je prends le temps. C'est pour que vous compreniez très bien. Quand ils reviennent là, ils ne disent pas aux Maliens que eux là, ils n'ont pas le droit d'être là. Mais Assimi s'en va, il crée une nouvelle constitution. Il dit non, dans la constitution, tout ce qu'ils ont fait, on leur a pardonné. Mais quelqu'un ne doit pas faire coup d'État avant eux. Mais coup d'État là, c'est pas ça qui est la meilleure méthode pour venir au pouvoir. Pourquoi tu te fais pardonner et tu dis que quelqu'un ne doit pas faire ça? Ce n'est pas juste. Si vous avez peur des élections présidentielles, du suffrage universel, vous ne devrez pas avoir peur de la manière par laquelle vous avez pris le pouvoir. Vous devez encourager les autres à faire des coups d'État. Là, comme ça, vous allez vous succéder. On va voir qui est le plus violent. Et donc, ils se retrouvent là. Ils savent qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas être présidents. Mais ils vont forcer la situation. Là, ils n'ont pas dit aux Maliens que eux, leur groupe là, eux ne doivent pas être candidats même aux élections présidentielles. Ils n'ont pas dit ça aux gens. Qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils disent que c'est la France avec le président Ouattara qui sont en train de leur créer tous les problèmes. Et que c'est le président Ouattara qui est leur pire ennemi et qui leur a créé tous les problèmes. Pourquoi ils le font? Parce que le président Ouattara est très inflexible. Je peux même trahir des secrets. Le président dit qu'il préfère un civil pire qu'un régime militaire. Le président est inflexible sur la question. Le président Ouattara. Et pourquoi ils ont pris cette attitude-là? Parce qu'avant eux, il y avait un putschiste qui s'appelait Amadou Aya Sanogo. Lui, il a fait coup d'État. C'est Ouattara qui était le président de la CEDEAO en ce moment. Le président a appliqué des sanctions dures. En l'espace de 6 mois, le monsieur même a fui le pouvoir. C'est ça qui est resté dans leur tête. Et donc, ils ont peur de Ouattara. Et donc, quand on parle de la CEDEAO,
ceux qui ont pu donner vie à la CEDEAO, ceux qui ont pu rendre la CEDEAO viable, faire de la CEDEAO une institution respectée, respectable et qui fait peur aux malfaiteurs, en vérité, c'est Alassane Ouattara. Tellement il a bien fait son travail là, on l'a reconduit. Donc, dans la tête des gens qui sont des malfaiteurs, on n'a jamais vu des braqueurs, on n'a jamais vu des voleurs faire l'éloge des policiers ou d'un juge. Si tu t'en vas dans une causerie, ce sont des braqueurs, ce sont des voleurs, ce sont des malfaiteurs là. S'ils te font l'éloge des policiers, tu seras étonné. S'ils te font l'éloge des juges, tu seras étonné. Donc vous connaissez la suite. Et comme ils connaissent l'ignorance du peuple malien, ils viennent dire aux gens, c'est Alassane Ouattara qui est contre nous. Là maintenant, si on trouve un ennemi, Alassane Ouattara et la France, ça devient plus facile de tromper les Maliens pour leur dire, ah donc c'est Alassane Ouattara, notre voisin, qui est en train de nous créer les problèmes. Mais Alassane Ouattara, lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'Union africaine, lors des réunions de la CEDEAO, là, il n'est pas le seul président qui est là-bas. Tous les autres présidents sont là-bas. Mais pourquoi c'est lui seul son nom vous prenez pour faire comprendre à vos peuples que c'est lui qui crée des problèmes? Est-ce qu'Alassane Ouattara, un homme qui a à cœur de développer son pays, cher peuple malien, réfléchissez un peu. Alassane Ouattara, depuis qu'il est venu en Côte d'Ivoire, là, il dit lui, il ne va pas tolérer la violence parce que lui, là, ce que lui, il a appris à l'école, là, c'est comment développer le monde. Il a fait ça partout. Mais s'il ne fait pas chez lui, là, c'est que sa vie est un échec. Il dit donc, je vais venir pour développer chez moi. Mais pour développer chez moi, là, je vais imposer d'abord la paix. Mais quand il impose cette paix en Côte d'Ivoire et qu'il développe son pays, là, dites-moi, toi-même, il faut utiliser ton cerveau, tu réfléchis. Tu développes ton pays, tu construis des ponts, tu construis des routes, tu construis des universités. Et puis, tu crées les conditions de désordre autour de toi. Mais si le désordre prospère, là, c'est pas toi-même ce que tu as construit là qu'on va casser. On n'a qu'à se parler comme si on se parle au marché. Lui il dit qu'il est en train de développer son pays. Oui, on l'a vu, il a construit des routes, des universités. La Côte d'Ivoire est devenue paradis. Mais, comment comprendre que ce même Alassane Ouattara là, c'est comme quelqu'un, tu construis une maison et puis tu entretiens des herbes autour. Quand tu as fini de construire la maison, tu mets le feu dans l'herbe. Et tu te dis non, c'est bon comme ça, c'est les herbes qui vont brûler. Moi, ma maison ne va pas brûler. Comment la Côte d'Ivoire peut déstabiliser le Mali, le Burkina, le Niger et autres, et puis penser que nous-mêmes, on ne va pas subir les conséquences. Quand tu es un homme intelligent, là, cette seule question-là, ça te ramène à comprendre que les gens vous ont trompé. Alassane Ouattara ne peut pas construire à coût de milliards des investissements lourds. Et puis, accepter que le Mali soit un pays en guerre. Accepter que le Burkina soit en guerre. Parce que quand ça va se gâter là, on sera obligé d'assumer les conséquences. Ou bien même là, le mal même va rentrer chez nous. Donc quand ils expliquent la situation, si toi tu prends le temps de réfléchir, comme je viens de te dire là, tu vas comprendre que non, quelqu'un même ne peut pas développer chez lui et puis mettre le feu dedans. Mais, comme le discours facile est facile à avaler, les Maliens avalent. Ah, on souffre, c'est Alassane Ouattara, c'est la France. Alors que ce n'est pas la France qui a fait cette réunion de l'UA. La France n'est pas allée s'asseoir avec son président à la CEDEAO pour prendre les décisions. Ce sont tous les présidents, les 15 présidents de la CEDEAO. Et donc, la junte trouve l'occasion de maintenant se cacher. Cacher ce qu'elle a signé devant la CEDEAO, l'Union africaine, mais aussi se cacher au peuple malien et cacher ses imperfections et sa médiocrité. Et donc maintenant, on voit sur la toile, ils vont payer des milliers de, je dis bien des milliers de cyberactivistes pour intoxiquer les gens. Très très bonne nouvelle. Aujourd'hui c'est bon. Ah non, la Côte d'Ivoire va brûler demain. Ah non, le président Ouattara s'en va demain. Ah non, Assimi, l'armée monte en puissance. En réalité, les laboratoires russes entrent en ligne de compte pour faire de la propagande massive. Et dans le même temps, tout ce qui est bon pour salir le président de la Côte d'Ivoire, le président du Niger, du Sénégal et le président français, ça devient le fonds de commerce de tous ces désespérés-là. Chaque matin, quand ils se lèvent là, on dit qu'il faut dire quelque chose comme ça. Il ne faut pas expliquer qu'avant-hier, il y a 18 bergers qui ont été tués à Nyono. Il ne faut pas expliquer ça.
Il faut dire l'armée monte en puissance parce que ceux qui meurent là, ce ne sont pas des vrais Maliens. Est-ce que le 24 septembre 2023, Wagner n'a pas tué 18 Maliens pour rien? Mais tu ne vas jamais voir ça sur un média malien. Est-ce que hier nuit, Ibrahim Traoré n'a pas fait sortir des gens? Mais avant hier nuit, hier dans la journée, si vous avez suivi le direct d'hier, je vous ai dit ce qui s'est préparé, mais vous n'avez pas prêté attention. J'ai dit qu'il y a des gens qui ont reçu 10 000. On leur dit d'occuper les lieux stratégiques. Ibrahim, quand tu préparais ça, là, nous on a écouté. Je vais te dire la vérité. Quand vous étiez en train de préparer, j'ai dit ça avant que ça ne se passe. Si c'est faux là, s'il vous plaît, dites que c'est faux, on va avancer. Vous êtes ici, on est là. On n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Le direct d'hier là, quand on l'a fait là, c'était à quelle heure chez vous au pays? Allez reprendre les événements qu'ils ont créés hier nuit. Je vous avais déjà dit, ces personnes ont reçu 10 000. On leur a dit, vous vous mettez là, vous faites thé. J'avais tout expliqué avant que vous ne passiez à l'acte. Parce qu'on vous écoute. On va vous dire la vérité, on vous écoute. Tout ce que vous faites là, on vous écoute. Et tu ne vas pas échapper. Parce que tu ne vas pas échapper. Mais c'est ce que je t'ai expliqué là. Quand tu te laisses manipuler là, celui qui t'a manipulé là, quand tu viens voir, quand la personne constate que tu ne veux plus faire son travail là, la personne utilise quelqu'un d'autre qui va manipuler. C'est ça qui est en train de t'arriver. Et donc, on revient. Les Maliens se mettent donc dans une haine contre le président ivoirien et contre les Ivoiriens. Mais ils prennent le soin de bien dire que non, qu'eux, ils ne sont pas contre les Boussoumani, qui sont contre les Djoula, les gens du nord de la Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara, que c'est eux leurs ennemis les plus acharnés. Ils prennent le soin de dire ça. Ils organisent des grandes manifestations où ils écrivent Laurent Gbagbo avec L-O-R-E-N. Vive Laurent Gbagbo, vive les écrits V-I-V. Et puis maintenant Laurent, ils ont écrit L-O-R-E-N. Et puis maintenant ils ont écrit Babo, B-A-B-O. Vive Laurent Gbagbo. Bon, ne me demandez pas si c'est dû à l'analphabétisme ambiant, mais toujours est-il que Laurent, quand même, tout le monde sait comment on écrit Laurent, tout le monde sait comment on écrit Vive, et tout le monde sait comment on écrit Gbagbo. Et donc, on voit des manifestations monstres que Assimi organise pour dire que tout le monde est d'accord avec lui. C'est la ferveur collective. Tout Bamako est bloqué. C'est historique. On les regarde dedans. On les regarde dedans. Mais la première impression que ça nous a donné, c'est qu'on a constaté 3 niveaux de méfaits du peuple malien contre la Côte d'Ivoire. Le premier niveau de méfaits, des mauvaises actions, ça va nous conduire à un stade où le Mali aujourd'hui se présente comme un peuple qui s'inscrit volontairement dans le mal contre la Côte d'Ivoire. Surtout, ils peuvent même pardonner à leur bourreau d'hier. C'est-à-dire, le Malien se transforme en un peuple sans conscience historique. Le peuple malien, à travers Assimi, accepte que son sol soit utilisé pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et le troisième niveau, le manque d'élégance et de respect dans le rapport entre les pays voisins. Ce sont les 3 niveaux des méfaits des Maliens contre la Côte d'Ivoire. On revient sur le premier niveau. Le premier niveau, comme je l'avais dit, on se retrouve en train de voir un peuple qui est devenu amnésique, qui ne se souvient plus qu'il y a eu hier, qui aujourd'hui apprécie Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui est tombé amoureux de Laurent Gbagbo. Vive Laurent Gbagbo dans les rues de Bamako. Ce peuple-là ne se souvient pas que dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, le seul président qui a fait une liste macabre, une liste, tu peux prendre des jours et des semaines à lire là, tel malien, quand vous tuez là, quand Laurent Gbagbo vous tuez là, vous appelez les CDAO. Ils prenaient briques pour casser vos têtes et puis on mettait pignon si pour vous brûler là. On se rend compte que ce peuple-là a oublié qu'il y a eu hier. Mais que lorsque ces événements-là se passaient, il y a eu aussi parmi les Ivoiriens d'autres personnes qui ont dit « Nous n'allons jamais accepter que l'être humain soit dévalorisé jusqu'à ce point-là. »
Les Maliens disent, on préfère aujourd'hui se mettre du côté de Gbagbo qui nous tuait, qui nous a humiliés. On a les rapports de toutes les institutions, on a les rapports même des ambassades du Mali et des consulats. Gbagbo nous a tués, mais on préfère ça aujourd'hui là. On va vous, les Ivoiriens du Nord là, vous qui nous avez aidés contre Laurent Gbagbo là, on va vous combattre avec votre Alassane Ouattara. C'est la première leçon que les Maliens ont donnée aux Ivoiriens, surtout aux Ivoiriens du Nord, qui pensaient que eux, les Maliens, sont frères, qui pensaient que eux, les Maliens, ont une histoire en commun, qui pensaient que eux et les Maliens sont plus proches linguistiquement, sociologiquement. Les Maliens leur ont prouvé que non, 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 vous vous trompez, vous vous trompez. C'est vous qui nous aimez, mais nous, on n'a rien et on n'est pas obligé de vous aimer. Et on va vous le prouver maintenant. Ceux-mêmes qui nous ont tués, qui ont violé nos mamans, qui ont fait ça là, ceux-mêmes qui nous tuaient, Laurent Gbagbo et puis Bédié là, on va les supporter aujourd'hui contre toi. Il va arriver même un moment, lors de la célébration de la fête d'indépendance en 2002, les Maliens même vont se dire, ils vont même demander à Laurent Gbagbo d'être leur interlocuteur dans le problème des 49 soldats. Mes chers peuples, quand on en arrive à un tel niveau d'inconscience d'un peuple, qu'est-ce que les Ivoiriens du Nord n'ont pas fait pour protéger vos vies, pour protéger vos biens contre le régime de Laurent Gbagbo et de Bédié? Mais aujourd'hui, vous dites que vous vous êtes retourné contre eux. Et donc, Dieu est témoin sur toutes choses. Et c'est pourquoi Dieu va vous maudire. Et Dieu va vous maudire parce que vos actions là, quand on dit que quelqu'un est maudit là, la malédiction là, c'est ce que tu dis ou même tu fais là. C'est la conséquence là, on appelle malédiction. Quand tu es ingrat, inconscient jusqu'à ce point là, ça finit par te rendre dégoûtant. Ça, c'est la première leçon et le premier méfait que les Maliens ont administré aux Ivoiriens, surtout ceux du Nord. Mais on va plus loin. Ça nous fait tomber dans la deuxième étape même des méfaits des Maliens contre la Côte d'Ivoire. Donc, dans ce brouhaha-là, on voit le territoire malien est devenu un lieu propice pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Franklin Nyamsi se rend 2 fois au Mali. Avril 2021, mai 2021, il va 2 fois au Mali, il rencontre Assimi Goïta et il dit à Assimi Goïta, c'est Soro Guillaume qui m'a envoyé. Soro Guillaume me dit, laisse-lui 6 mois. Il va déstabiliser la Côte d'Ivoire. S'il déstabilise la Côte d'Ivoire, ce problème avec la CEDEAO, tout ça là, après, puisque nous, on sera là-bas et que nous, on a un poids économique là, on va soutenir le Mali et puis on va passer à autre chose. Voilà ce que Franklin Nyamsi est allé dire à Assimi. Assimi a accepté. Pourquoi il a accepté? Parce que si, à partir du Mali, ils arrivaient à déstabiliser la Côte d'Ivoire, cela allait augmenter sa cote de popularité. Il serait vu comme un héros qui a fait tomber le grand Ouattara. Comme de la manière Blaise a fait tomber Laurent Gbagbo. Et comme ça, la Côte d'Ivoire non seulement serait un pays putschiste, mais ce serait encore plus facile de collaborer entre individus inscrits dans le nom droit. Et donc, dans ces 6 mois-là, Soro Guillaume, la deuxième fois que Franklin Nyamsi est venu pour finaliser les choses, ils ont remis un passeport diplomatique malien avec les noms et les images de Soro Guillaume. Ils ont remis ce passeport à Franklin Nyamsi et Soro Guillaume a reçu ça en Suisse. Soro Guillaume a reçu ça en Suisse. C'est pourquoi, en 2022, en pleine crise des 49 soldats, Soro Guillaume va se déplacer personnellement. Il va passer par le Tchad pour rentrer au Mali. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Il va rencontrer
La dame qui parle beaucoup là, Pulchérie Balé, elle là, ils vont lui remettre 6 000 €. Ils vont faire ça par les envois de RIA et puis de Express. Je n'ai pas dit, oh, je dis RIA et puis Express Money. Je n'ai pas dit d'autres noms, je n'ai pas dit Western Union. J'ai dit RIA et puis Express Money. Ils vont faire ça en petites coupures, mais ils vont réunir 6 000 € qu'ils vont lui apporter. Elle se lève un coup comme ça. Non, je m'en vais au Mali pour aller me bronzer. Je m'en vais faire vacances au Mali. Depuis que, bon, ça peut arriver. Mais quand elle va là-bas, elle est là-bas, elle est logée dans un hôtel confortablement et ils mettent tout un scénario de coup d'État en place. Et Soro Guillaume lui dit, Pulchérie Balé, si tu joues ton rôle comme tu dois jouer ton rôle. Parce que Soro, quand tu es rentré à l'hôtel, il y a quelqu'un qui t'a vu et qui m'a appelé. Et je lui ai dit, va, tu vas bien vérifier. Si je mens là, Dieu est témoin contre moi. La personne se reconnaîtra. Mais on ne va pas rentrer dans les détails. C'est avec le passeport diplomatique là qu'il est rentré. Mais ce que vous ne savez pas, il n'est pas allé au Tchad par hasard. Il est passé là-bas et il a corrompu certains combattants qu'il devrait faire passer, combattants tchadiens qu'il devrait faire passer par le Mali pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et donc le rôle de Pulchérie Balé, c'était quoi? Son rôle, c'était de convaincre les Ivoiriens que tout ce qu'Alassane Ouattara dit, il ment. Alassane Ouattara est un individu méchant, mauvais, qui a fait partie des mercenaires là-bas. Au lieu de reconnaître les faits, on va passer ici et puis on va demander pardon à Assimi Goïta. On va aller se mettre en quatre pour demander pardon à Assimi Goïta. Il est en train de jouer les durs. Et si vous vous souvenez très bien, allez reprendre sa vidéo. Il est en train de mettre notre pays en danger. Il est en train de mettre notre pays en danger. En fait, elle est en train de dire, on va frapper le pays. Et durement. Il met notre pays en danger. Toi, tu as peur de pays qui est en danger? Le pays pouvait être en danger plus qu'à l'époque de Gbagbo. Mais en réalité, c'est le danger qu'ils avaient créé eux-mêmes là. Qu'elle était en train de dire comme ça. Et donc, entre-temps, ils lui ont dit, si tu vas, que tu fais bien ta communication là, les Laurent Gbagbo, les BD, ils sont tous d'accord déjà. Tu vas, tu frappes dans ta communication seulement. Maintenant, quand ça va déstabiliser, ça va énerver les gens vont commencer à faire quelques petits bruits. On va dire les Ivoiriens se sont révoltés. Si tu fais bien ton boulot, que ça marche là, Pulchérie Balé, on va te nommer ministre de la communication. Ah, vous pensez qu'elle fait ça pour cadeau? Non, non, non. Elle devrait être ministre de la communication. En tout cas, ce qui lui avait été promis. Et donc, entre-temps, entre le mois de juillet et juin, au moment où le problème des 49 était en plein à pied, ils ont encore utilisé le territoire malien pour faire rentrer des armements en Côte d'Ivoire. Eh oui, pour faire rentrer des armements en Côte d'Ivoire. Mais eux pensaient que les autorités ivoiriennes dorment, qu'on ne voyait pas. Mais quand on les crie là, on n'explique même pas ça à quelqu'un. Et on est ensemble, il y a beaucoup de choses qu'on ne vous dit pas. C'est quand c'est passé d'une manière, on peut vous dire. Mais ils ont tous été cris corrects. Quand ils ont été cris, c'est là dans la précipitation maintenant. Le contingent ivoirien qui devait aller relayer un autre contingent là. Dans la précipitation maintenant, puisque la violence là ne pouvait plus marcher, Pulchérie Balé, elle a été arrêtée et elle a fait des aveux. Ils se sont dit l'affaire là est gâtée. Et donc, ils ont mis maintenant tout leur poids dans l'affaire des 49 soldats. Sinon, aux premières heures, quand ils ont arrêté les 49, comment des mercenaires peuvent rentrer dans un pays, mettre tous leurs passeports ensemble et puis aller s'arrêter devant. En tout cas, moi là, je ne suis pas un grand du monde, hein, mais si c'est les aéroports du monde là, j'ai voyagé dans beaucoup de coins. Comment des gens peuvent aller, des mercenaires peuvent prendre un avion, aller descendre tranquillement. Le pays qui les reçoit leur donne le plan de vol et les autorisations pour décoller comme atterrir. Et après, les mercenaires sortent tout heureux, ils mettent les passeports ensemble, ils disent, bon, on est venu pour avoir visa.
à la police des frontières, mettez les cachets, nous on va rentrer, puis on va aller faire notre truc là, et puis on va passer. Ça, c'est du jamais vu dans l'histoire du monde. Et on demande, ils sont combien? Ils sont 49. Le territoire malien même là, c'est plus de 1 300 000 km². C'est 49 personnes qui vont aller faire occuper ces territoires-là. Même un bataillon ne peut pas maîtriser Bamako. Je dis bien, même un bataillon entier qui compte entre 800 et 1000 personnes là ne peut pas maîtriser Bamako. Mais on dit les 49 là, eux sont tellement puissants. Et Soro Guillaume maintenant reste dans ses relais sur Internet comme ailleurs. On voit bizarrement un lien qui se tisse entre les cyberactivistes soroïstes, les cyberactivistes Gore et les cyberactivistes maliens avec les cyberactivistes camerounais. Ils deviennent les meilleurs amis du monde. Et qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Alassane Ouattara est mauvais, Alassane Ouattara a fait ceci, et Alassane Ouattara, pourquoi tu as fait ça aux enfants des gens? Ils ont leur femme, ça fait 5 jours, elles n'ont pas fait ça là-haut. Pourquoi tu as fait ça? La femme même de elle-même là, comment elle va faire pour dormir la nuit? J'ai dit les raisons les plus inimaginables. Ah, ça fait 40 jours, ils n'ont rien fait. Ah, ça là, c'est pas bon, hein? Ah, ça là. Tout, ça veut dire tout ce que les gens pouvaient, ils ont tout mis dedans. Pour que la situation s'envenime. Ils ont même eu à payer certains cyberactivistes du RHDP pour dire non, reconnaissons les faits et puis on va demander pardon. Il y a eu tout ça. Mais nous, on est resté inflexibles. Nous, on a tapé ici toutes les ambassades, on a déposé, on a réexpliqué, on a déposé des documents, ce qu'on ne vous avait pas dit. Si vous vous souvenez à l'époque, on avait déposé des trucs dans les ambassades ivoiriennes, tout, mais ce qu'on ne vous a pas dit, et ce qu'on ne dira jamais là, un vrai soldat ne déclare jamais ce qu'il fait en temps réel. On a déposé des notes d'explication dans des représentations diplomatiques, dans des organisations de droits de l'homme pour bien expliquer le problème. Ah! Ou bien tout au moins, la version que tout le monde entend là, nous en tout cas on a mis par écrit notre propre version qu'on leur a donnée. Ils ont pris le temps de vérifier. Et donc quand ils ont bien vérifié là, lors de la session, la 77e session des Nations Unies à New York, on demande à Antonio Gutiérrez, bon, cette histoire-là, il y a quoi qui est vrai, puis il y a quoi qui n'est pas vrai dedans. C'est nous, notre version-là qui a été soutenue. 1, ce ne sont pas des mercenaires. 2, c'est injuste ce qui se fait. 3, il n'y a pas eu de problème. C'est seulement des petits problèmes administratifs. Mais 4, ça cache d'autres choses en arrière-plan. Et ce que ça cache là, c'est ce que je suis en train de vous dire là. Et donc, il fallait tout faire, énerver les familles. Dans la mission de Pulchérik Balé, quand elle était là-bas, les 6 000 qu'elle a reçus là, elle devait remettre 50 000 aux 49, à chacun des 49. Quand elle a essayé là, eux sont tellement dignes là, ils disent non, il faut arrêter ça. Elle est revenue et dit, ah ça n'a pas marché. Parce que si ça marchait, elle a dit quoi? Que c'est l'opposition même qui est obligée d'aller nourrir les 49. Alassane Ouattara, il les a abandonnés. Ils ont cherché tous les moyens. Mais quand les 49 étaient là-bas, là, allez demander, c'est pas l'argent qui a manqué. C'est pas le soutien qui a manqué. Même il y avait psychologue. Nous les Africains, nous noirs, prendre psychologue pour nous. TB aussi, les fois, nous là, on s'en fout des psychologues. Nous là, quand ça chauffe là, on rentre à l'église ou à la mosquée, Dieu fait le reste. Mais TBO a pris psychologue pour donner aux familles là. L'argent là, c'est-à-dire que c'était pas l'argent qui les manquait. Et TBO a pris ça comme un problème personnel. Le ministre de la Défense là, il a pris ça comme un problème personnel. Parce que Alassane Ouattara là, lui quand il envoie un soldat au front là, il ne demande pas au soldat de savoir s'envoyer. Il demande au soldat de faire son boulot. Et son ministre de la Défense là, dit, soldats, famille de soldats, vous êtes tous même chose, du début jusqu'à la fin. Mais on ne va pas rentrer, il y a la dignité humaine qui compte quand même. Mais chaque fin de mois, chaque famille ne recevait-il pas 500 000 francs CFA? Est-ce qu'il y a un soldat ivoirien qui a ça 500 000? Mais chaque fin de mois, là, 500 000 étaient claqués à ces familles-là. On prend psychologue. Africain psychologue. Moi-même, je ne suis pas prêt à prendre psychologue. Mais tu dois aller prendre psychologue. Tout ça, là. Et il y a beaucoup d'autres choses qui ont été faites. Et quand ils sont revenus, c'est que le président a fait pour eux, là. Vous voulez qu'on parle de ça aussi?
Non, on ne va pas faire ça, son autre du gars aussi. On laisse ça. Mais le président a assumé du début jusqu'à la fin. Il dit, c'est moi, Alassane Ouattara, j'ai envoyé les gens là. Je les ai envoyés dans un cadre légal. Je n'ai rien commis de mal. Je ne vais jamais abandonner mes soldats. Parce que c'est moi, Alassane Ouattara, qu'on veut humilier. Parce que moi, là, je suis le chef suprême des armées. C'est moi qu'on veut humilier. Et c'était exactement l'objectif recherché. Comment salir le nom d'Alassane Ouattara devant l'armée? Comment le vilipender devant les Ivoiriens pour créer un soulèvement et un énervement populaire? Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Ça n'a pas marché. Les armes qu'ils avaient envoyées là, ils ont été scies. Quand ils ont vu que ça ne va pas marcher et que la situation devenait intenable pour Assimi, c'est là qu'Assimi s'est senti dans l'obligation de négocier avec le régime d'Abidjan. Si vous vous souvenez très bien, Bamako dit pourquoi Abidjan ne veut pas discuter directement avec eux. Si vous vous souvenez très bien de ça. À un moment, ils disent, mais pourquoi même là? Parce que il y avait plus. Alassane Ouattara voulait prendre un cadre international pour que Démon ne vienne pas dire qu'il s'est caché pour dire quelque chose qu'il n'a pas dit. Ah, puisqu'il y a des présidents comme les Gnassingbé Yadema qui enregistrent les gens lors des réunions de la CEDEAO. Il y a des présidents traites qui enregistrent les gens. Gnassingbé Yadema, le jour que tu as enregistré là, ce n'était pas une réunion où tout le monde se voyait. Tu as enregistré là depuis ton palais. Vous avez fait une réunion en vidéoconférence. Toi, tu as donné ça aux gens de Soro. C'est toi, le Togolais, qui a fait ça. Et il coupe pour venir, non, on va tout dire aujourd'hui. Et puis il vient, non, je vais être médiateur. Alassane Ouattara dit, il faut être médiateur. On te connaît déjà. Oh. On te connaît déjà, il faut être médiateur. Maintenant, dans leur affaire de médiateur, là, c'est que lui dit à son envoyé, là, son envoyé s'en va, il ajoute pour lui. Voilà comment l'affaire s'est passée. Mais Alassane Ouattara est resté zen, comme dirait quelqu'un. Et ils ont fait. Après, maintenant, Assimi dit, bon, maintenant, comment on va discuter là-haut? Les Ivoiriens disent d'abord, la première délégation, là, c'était TBO et puis le vice-président et autres, là, je ne me souviens plus des gens, là. Quand ils sont partis, ils se sont rencontrés, on dit, bon, cette affaire des mercenaires, là, on n'a qu'à bien voir dedans d'abord. Avant de rentrer en bas, et puis, on n'a qu'à voir, est-ce que ce sont des mercenaires? On dit, bon, on n'a qu'à étudier la question. Quand on étudie la question, là, on dit, laissons toutes les définitions, que ce soit à l'international ou bien selon l'OID, laissons tout ça. L'avion SAS, là, c'est pour qui? Ils appellent les Allemands. C'est les Maliens, ils disent c'est pour les Allemands. Ah, ok. Maintenant, vous-même, là, vous avez venu dans quel avion? Ah, c'est l'avion SAS. Donc, quelqu'un qui est dans l'avion SAS, là, c'est un mercenaire. Ça veut dire que vous-même, on peut vous arrêter ici. Et on peut dire que vous êtes des mercenaires. Votre délégation officielle, là, vous avez utilisé un instrument que des mercenaires ont utilisé pour vous retrouver en territoire. Et en dehors du Mali, vous vous êtes retrouvé au Togo dans un même instrument. Donc, quelle est la différence entre vous et les mercenaires ivoiriens? Comme c'est comme ça, là, ils ne sont pas mercenaires, ils ne sont pas mercenaires. Nous, on sait. Le même avion, là, SAS, là, c'est ce que vous avez utilisé pour venir au Togo ici, non? Pour faire négociation. Alors que c'est ça. C'est le même avion que les gens utilisaient. Mais si un mercenaire utilise le même instrument que toi tu utilises, quelle est la différence entre toi et cette personne? Ils disent, bon, comme c'est comme ça, à faire des mercenaires dans le cas laissé, ils ont reconnu qu'eux-mêmes, là, ils se sont trompés. On passe sur l'affaire. On dit, bon, maintenant, là-haut, vous avez fait tout ça là même, là, vous voulez quoi? Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le président Ouattara, malgré que nous, on était en train de crier, on faisait tout là, lui, il était assis, il prend son temps, il regarde tout le monde. Tu es médiateur, oh. Tu es 49, oh. Tu es éclaireur pro-vérité, oh. Je suis avec tout le monde, oh. Je suis pas avec tout le monde, oh. Je suis malien, oh. Je suis gente, oh. Je suis à bas la France, oh. Vive la Russie, oh. Le président Ouattara prenait le soin d'observer tout le monde. Parce qu'il sait qu'il n'y a jamais de feu sans fumée. Il a pris le temps d'analyser tout le monde, de comprendre tout le monde, de voir tout le monde. Pourquoi quelqu'un qui n'a aucun intérêt dans quelque chose peut être si intéressé jusqu'à se proposer comme médiateur? Il y a quelque chose qui est caché. On a tout vu dedans, on a tout compris. Il n'y a pas de problème. On n'a qu'à avancer seulement. On avance. On dit, mais maintenant, là, comme ils sont plus mercenaires, là, on est d'accord sur ça maintenant, là. Bon, vous voulez quoi?
Ah, vraiment, vos armements là, ça nous plaît. Vos armes là, si vous pouvez nous donner vos armes, ça va nous plaire. On dit, ok, passons. Après encore, vous voulez quoi? Ah bon, dites à votre président là, comme il n'a qu'à débloquer un peu lui et moi là, et puis bon, on va voir un peu, parce qu'on a des difficultés. Oh. Et puis bon, il n'a qu'à essayer de voir si on veut faire des levées de fonds pour essayer de régler certains problèmes urgents là. Ils n'ont qu'à essayer de nous ouvrir le marché pour qu'on fasse des levées de fonds. On dit, ok. On dit après ça, vous voulez quoi? Non, on veut que la Côte d'Ivoire et le Mali soient des partenaires. Comment un putschiste et puis un homme de l'international peuvent être des partenaires? Que eux ils veulent que Alassane Ouattara et puis le Bouvier d'Assimi n'ont qu'à être des partenaires. Et que pour cela même là, eux sont prêts à faire une première visite à Abidjan pour venir rencontrer, pour que le président Ouattara fasse son homologue. Et non, ça me fait mal au ventre. Et les gens ont dit, bon, on a compris. Ils sont venus. Le président Ouattara dit, moi je ne négocie pas dans le vide avec quelqu'un. Il dit, non, 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 non. Le président Ouattara, là, tu peux tout lui faire. Il faut insulter sa maman, tout. Il ne va pas s'énerver. Mais si tu veux l'énerver, il faut lui lancer un défi. Si tu veux l'énerver, là, il faut dire, bon, toi, Ouattara, je sais ce que tu veux, je ne te donne pas. Ou même tu ne vas pas faire ça, là. Il va te dire, bon, je vais faire. Si c'est défi seulement, là, c'est là que tu peux l'avoir. Il dit, je ne vais pas négocier ma signature tant que mes 49 ne sont pas libérés. Propre. Et je ne peux pas mettre des femmes, des enfants. Moi-même, mes propres... C'est comme ça qu'il appelait les soldats mes enfants. Il appelait les soldats mes enfants. Il ne les a pas appelés les soldats. Hein. Il dit, je ne peux pas mettre mes enfants dans une situation et puis signer n'importe quoi. Il dit, tant que mes éléments ne me reviennent pas là, ils sont restés là. Les Maliens tournent. Un coup, il y a ultimatum qui est sorti. On dit, si vous ne les libérez pas avant le 31, vous allez voir. Le 31 décembre 2022, si vous ne les libérez pas, vous allez voir. C'est là ils ont tourné. Ah, la pression monte. Ils ont vu que s'ils libèrent nos gars avant le 31, là, les gens vont dire, ah, vous avez yoï. Donc vous étiez dans le mensonge. Ils ont regardé jusqu'à, ils disent, bon, comme c'est comme ça là, ils ont appelé Ouattara. Eh, pardonnez, ne nous humiliez pas, oh, parce que si on fait ça là, ça sera gâté sur nous. Et nos gens vont voir dans notre jeu là. Les 131 n'a qu'à passer. Le 6 janvier 2023, on va libérer vos gars. Nous on dit là, que ce soit 6 janvier, oh, que ce soit 25 janvier, oh, que ce soit 34 février, oh, libérez nos gars seulement. C'est vous qui avez créé la honte sur vous-même. C'est vous qui allez gérer votre honte. Mais vous nous avez permis de vous connaître, de connaître tous les malfaiteurs de la sous-région. On s'assoit, on vous regarde dans votre jeu. Mais ça ne se limite pas là. Ça nous fait passer à la troisième étape des méfaits des Maliens contre les Ivoiriens. C'est l'utilisation abusive du manque d'élégance, de l'irrespect, de l'immoralité dans les rapports entre pays voisins. Quand vous êtes des pays voisins, vous avez un droit naturel de vous respecter mutuellement. Il n'y a pas de pays pauvre, il n'y a pas de pays misérable. Dans la vie, là, Dieu a créé tout le monde comme les doigts de la main. Malgré qu'on dit que les Américains sont puissants, les Français sont puissants. Mais pourquoi c'est chez nous, ils vont là-bas pour nous dire, bon, votre sous-sol, on a besoin de ta. Dieu a donné quelque chose à tout le monde pour te rendre grand. Mais quand toi-même, tu es un peuple, tu ne respectes pas tes dirigeants. Tu insultes la maman de tes dirigeants. Tu insultes toi-même tes propres parents. Tu n'as pas de respect pour les aînés. Tu penses que ça devient quelque chose de naturel que tu peux faire aux autres. Et les Maliens ont pris leurs mauvaises habitudes. Eux qui ont l'habitude d'insulter leur président. Eux qui ont l'habitude de dire à leur maman Nazoumé des trucs comme ça. Et ils prennent ça. Ils veulent maintenant faire ça aux Ivoiriens. Non seulement ce n'est pas élégant, non seulement c'est mal poli, mais c'est très bête. Surtout que ce ne sont pas des individus, ce sont des pays. Quand on parle d'un pays là, il y a beaucoup de personnes dans un pays. Quand on parle d'un pays là, toutes les personnes qui sont dans un pays là, on appelle ça une population. Cette population là, elle se donne un chef. Le chef là, lui seul là, il représente toute cette population. Donc quand vous insultez ce chef là, c'est toute la population du pays là que vous insultez. Tu ne peux pas te justifier pour dire non, c'est Alassane on a insulté, c'est pas les Ivoiriens on a insulté. Mais pour eux, comme ils ont l'habitude d'insulter Ebeka, ils ont l'habitude d'insulter le Nazoumé de Moussa Traoré, ils ont l'habitude de dire n'importe quoi,
il s'essaie à cet exercice-là et ils veulent insulter le président Ouattara. Allez reprendre nos vidéos, ce qu'on leur a montré. On dit le tigre ne proclame pas sa tigritude. Nous aussi là, le président Ouattara peut tout accepter. Mais nous on a souffert. On a insulté Ouattara jusqu'à fatigué. Aujourd'hui il est au pouvoir, on va l'insulter. Non, 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 ça nous on n'est pas vivants. C'est que nous on n'est pas vivants. C'est là que vous avez connu le cyclone. C'est là que vous avez connu des émissions où on était obligé de tomber même dans la poussière. Pour ne pas dire même dans la poubelle. Et donc là, à faire des mal élevés là, on a enlevé ça dans leur corps propre. En 2022. On a fait 6 mois sur eux. Quand tu mens là, l'histoire est là. Est-ce qu'on n'a pas fait 6 mois sur les Maliens? 6 mois propres. Si vous vous souvenez. On a enlevé ça dans leur corps propre. Pour dire, vous êtes mal élevés, non? Mais nous-mêmes là, c'est maman des mal élevés même qui nous a accouchés. Donc, après même ils disent non, il faut qu'on se respecte. Non, non, non. Nous, on vous a imposé le respect sur la toile. Même si vous voulez, on peut reprendre à l'instant T même. Non, les Maliens, ils insultent. Mais allez regarder sur nos vidéos, c'est qu'on leur a fait. Sur TikTok, on a déversé nos gars là-bas. On a coupé vos nazoumes propres. Et puis on a mis ça dans vos poches. Et puis on est là. Comme ils voulaient se montrer les plus mal polis, les dangereux. On les regardait seulement. Et donc, ils ont fait tout ça. Ils vont salir le nom du président Ouattara. Même quand des djihadistes tuent des gens, ah non, c'est Ouattara qui fait. Non, la France ne veut pas quitter. C'est Ouattara qui leur demande de ne pas quitter. On n'a pas payé les salaires des policiers. C'est Ouattara qui dit ça. Les gens sont au point G, sont en train de mourir. C'est là l'hôpital là. Point G. C'est Alassane Ouattara qui est en train de... Gabriel Touré, pardon. C'est Alassane Ouattara qui est en train de les tuer là-bas. Je suis à Gabriel Touré. Tout ça là, c'était pour cacher leur incompétence. Mais c'était pour cacher leur envie de ne pas quitter le pouvoir. Et c'est ce qu'ils ont toujours continué. Et ils sont toujours dans la même posture. Mais sachant qu'ils ont en face d'eux maintenant des gens qui ont du répondant. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? En août 2023, avant cela même déjà, à l'indépendance de 2022, Soro Guillaume va demander, parce qu'on est en train de parler du manque d'élégance, il faut qu'on vous dise ce que vous avez fait. Soro Guillaume va dire à Ben Souk d'aller à la cérémonie officielle. Il va faire un discours pour insulter le président Ouattara. Propre. Les autorités du Mali trouvent ça normal. Elles-mêmes sont assises, elles applaudissent. Le représentant Abdoulaye Maïga vient ici à New York. Il vient, il insulte le président du Niger et le président Alassane Ouattara comme ses enfants. En 2022. En 2023 encore, ils sont venus à New York ici. Ils ont fait la même chose. Ce sont des exemples qu'on vous donne pour que quand on va être violent, parce qu'après cette vidéo-là, les gens qui vont venir prendre la parole là, ce ne seront pas des enfants de cœur. Mais j'explique tout ça pour que vous compreniez tout ça. Je vous ai dit que dans un pays là, la Côte d'Ivoire fait 29 630 000 habitants. Plus peuplé 10 fois mais 20 fois que le Mali. Quand tu t'amuses à insulter toute cette population à travers son président, il ne faut pas t'attendre à ce que tout le monde puisse s'asseoir pour te regarder. Quand Maïga insultait le président du Niger avec le président Ouattara, les Maliens n'ont rien dit, ils ont trouvé que c'était normal. Parce que chez vous, vous insultez, ils ont dit que c'est normal. Quand Ben Souk va à votre cérémonie d'indépendance insulter le président Ouattara, vous trouvez que c'est normal. Et il ne se limite pas là. À partir d'août 2023, Soro Guillaume fait passer 1 million à Ben Souk. Il lui dit, il faut choisir quelques désœuvrés à Ségou là-bas. Et puis, il faut leur donner ça. Ils n'ont qu'à organiser un truc pour dire qu'ils sont en train de maudire le président Ouattara avec la France et puis la CEDEAO. Les gens s'exécutent. C'est eux que vous allez connaître qu'on appelle les sages de Ségou. Le 23 septembre encore, ces mêmes soi-disant sages vont aller accuser le Haut Conseil islamique du Mali d'avoir reçu 500 millions de francs CFA du président Ouattara. Cette somme-là,
Ils disent que le président Ouattara a donné 500 millions au Haut Conseil islamique du Mali pour que ces derniers puissent faire des bénédictions pour le président Ouattara. Tellement malhonnête. Le Haut Conseil islamique, ils savent que c'est faux. Mais puisqu'il y a leur nom dedans là, ils appellent le concerné, la vidéo est sur notre page, ils le font asseoir et ils lui disent de demander des excuses aux musulmans du Mali, aux représentants du Haut Conseil islamique du Mali. Mais comment on peut demander pardon à tout le monde sauf le principal accusé qui a donné les 500 millions? Alors que l'individu lui-même, il dit que les 500 millions là, que c'est lui-même qui a menti, que ça n'a jamais existé. Mais on demande pardon à tout le monde. Mais même le Haut Conseil islamique du Mali, on leur demande pardon, mais eux, ils oublient qu'ils doivent demander pardon au principal accusé, qui est Alassane Dramane Ouattara. Nous, on a perçu ça comme une suite logique. C'est-à-dire qu'eux, là, ils n'aiment pas la honte. Mais eux, ils peuvent injustement mentir, vilipender Alassane Ouattara et les populations ivoiriennes, tant que ça les arrange. Ni le gouvernement malien, ni le Haut Conseil islamique, qui est une institution religieuse, ni le peuple du Mali qui supposément devrait avoir une tradition, ne se souviennent pas qu'on n'accuse pas quelqu'un. Voilà, chers frères, ce qui fait très mal dans la vie là, quand tu accuses de quelque chose que tu n'as pas fait, quand tu accuses de quelque chose que tu n'as même pas l'intention de faire là, ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais ils viennent se demander pardon entre eux. Ils demandent même pardon à la France, tout. Mais le nom Alassane Ouattara, là, on te demande pardon là. Malgré que tu n'as pas fait là, ils n'ont pas sorti ça de leur bouche. Le Haut Conseil islamique a validé ça. Les Maliens ont validé ça. Le gouvernement malien a validé. Le samedi 23 septembre 2023, les mêmes maudisseurs publics de Ségou se sont encore réunis, selon eux, sur la tombe d'un prétendu homme saint pour répéter leur même forfaiture, pour maudire les ennemis du Mali. Eux, pour eux, les ennemis du Mali, c'est Alassane Ouattara, c'est Macky Sall et c'est la France et c'est tout le reste du monde. Mais ils oublient que les premiers ennemis du Mali s'appellent Assimi. Assimi Koufa Agali. Les premiers ennemis du Mali, ce sont les 5 malfaiteurs enturbannés des djihadistes qui sont au palais de Koulouba, qui livrent l'armée malienne à la mort chaque jour. Allez demander aux femmes, aux veuves des différents camps militaires qui est leur pire ennemi. Ils vont te dire, depuis que Assimi est là, nos maris n'ont jamais été morts comme ça. Mais si on parle, ils vont nous tuer. Les pires ennemis du Mali, au lieu de maudire Amadou Koufa, les Maliens oublient ça. Au lieu de maudire Agali, les Maliens oublient ça. Au lieu de maudire le SEMA, le comité pour la Zawad, là, ils oublient ça. C'est Alassane Ouattara qui sont en train de maudire. Et ils savent qu'ils sont dans le faux. Quand un peuple s'inscrit dans le faux, quand un peuple s'inscrit dans la forfaiture, quand un peuple s'inscrit dans le déni de la réalité, voilà ce que ça donne. Tout ça pour blesser la dignité de quelqu'un qui a été votre bienfaiteur hier, qui s'est mis entre vous et la machine de la mort de Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara là, si Alassane Ouattara n'était pas en Côte d'Ivoire là, vous les Maliens là, vous n'allez même pas pouvoir, le Nord Côte d'Ivoire, vous n'allez même pas prononcer dans vos bouches aujourd'hui. Mais ce qui a encore été le plus choquant, c'est que depuis que tout ça, ça se passe, depuis le premier jour, le 19 août 2020, où Assimi a pris le pouvoir, où il a commencé toute cette turpitude-là, jusqu'au jour, je vous parle aujourd'hui, le 23 et le 27 septembre 2023, il y a quelque chose encore qui convainc tous ceux qui savent voir et écouter. Parce que les sons nous disent que le sage parle peu, mais écoute beaucoup. Et l'homme prudent observe. Le silence coupable et complice des Maliens vivant en Côte d'Ivoire. Depuis que toute cette histoire a commencé là, du premier jour jusqu'à aujourd'hui là, les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire là, il n'y a pas une seule déclaration où ils disent vraiment ce que vous faites là c'est pas bon. Ils se sont tués comme si eux là ils n'ont rien à dire, eux ne peuvent pas parler. Mais c'est une fausse perception. Quand ils sont dans leur salon, ils applaudissent ce qu'Assimi fait. Et ils disent comme ça en Bambara, Amou Koutige. Ivoirien, Amou Koutige. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais quand tu sais écouter la conversation, tu entends certaines choses aussi, voilà. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Amou Koutige. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous expliquer ça. Mais toujours est-il que ça ne doit pas être quelque chose de bien.
Et donc, depuis jusqu'aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'ils font des quêtes pour soutenir le régime d'Assimi. Les commerçants maliens, Abidjan, surtout du côté de Trècheville, chaque mois, ils font des transferts d'argent au Mali à l'avantage des putschistes. Et ça démontre donc la mauvaise foi, la méchanceté et l'inconscience de ces gens-là qui manquent de savoir vivre. Là où toi, tu gagnes ton pain, tu pries Dieu pour que celui qui te permet de gagner ton pain là meure. Et donc, voilà un peu décrit les Maliens. Mais à la vérité, on ne pourra pas terminer sans se poser la question suivante. Mais s'ils ont fait tout ça là, s'ils ont fait tout ce que tu viens de dire là-haut, ils ont fait ça pourquoi? Parce que quand tu fais quelque chose là, c'est pour obtenir quelque chose. À la vérité, pour vous dire ce que je sais, parce que je ne dirai pas ce que je ne sais pas, les Maliens souhaitent voir la Côte d'Ivoire dans le même désordre socio-politique comme chez eux. Comme pour eux, là, ils ont détruit, là. Ils ont donc une haine contre le président travailleur et visionnaire qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi eux, les Maliens, eux, ils sont misérables, alors que c'est un choix délibéré qu'ils ont fait. Personne ne les a obligés à applaudir Assimi. Personne ne les a obligés à aller dans les rues pour applaudir. Donc, un choix délibéré. Pourquoi Alassane Ouattara n'accepte pas de rendre les Ivoiriens misérables comme eux, les Maliens, en laissant un coup d'État se faire en Côte d'Ivoire? Là, comme ça, on va tous être des pays putschistes, on va tous être des pays dans le désordre, on va être tous des pays mal en point, et puis maintenant, on va se regarder. En réalité, les Maliens se disent pourquoi, quand eux sont soutenus par le Burkina, par la Guinée, par le Niger, et pourquoi nous, on ne veut pas s'associer à leur solidarité dans le mal? Pourquoi la Côte d'Ivoire ne veut pas s'associer dans leur solidarité dans le mal? Eux là, eux ne peuvent pas accepter ça. Et donc il faut combattre Alassane Ouattara de toutes les manières. Ils savent que ce qu'ils font n'est pas bon. Ils savent que ce qu'ils font n'est pas vrai. Ils savent qu'ils sont dans la forfaiture. Mais il faut combattre Alassane Ouattara. Mais ils ont oublié une chose. Déclencher un combat n'est pas le plus dur. C'est gagner le combat là qui est le plus dur. Et c'est l'après-combat là. Tu as fini là, tu as gagné, mais tu es sorti comment du combat là? Je vous invite, Assimi, si c'est vrai que tu es un officier là, est-ce que tu as lu l'art de la guerre de Sun Tzu? Ça, c'est la première question que je te pose. Après ça, il faut lire aussi les techniques militaires de Nietzsche. Si tu as lu ces deux documents-là, dans toute école sérieuse de guerre, là, on enseigne l'un des deux. L'un des deux, là, on va te demander de lire en tout cas. Peut-être que toi, tu as lu, mais tu n'as pas compris. Mais toujours est-il que quand même, je vais te rappeler une règle simple. Quand on dit les 7 facteurs qui te font gagner une guerre, là, on a parlé de l'environnement, la géographie. Mais une guerre ne se mène pas toujours dans un environnement physique. L'être humain lui-même là, l'être humain, chacun de nous là, est l'univers en miniature. Donc là, avant de combattre un être humain là, il faut d'abord te demander c'est qui. C'est ce que les grands chefs militaires comme Samori ont fait. Et c'est ce qui a fait qu'il n'a pas attaqué Sikasso. Samori Touré là, il devrait aller attaquer Sikasso. Mais avant, quand il était en cours de route, ces renseignements, les renseignements, c'est pas seulement ce qu'on entend. Voilà, il y a plusieurs niveaux de renseignements. Ils lui ont dit, mais celui que tu dois combattre là, il y a en fait des liens de parenté entre vous. C'est une de vos arrière-grand-mères qui a signé un pacte et qui s'est déconnectée avec une partie et qui sont devenus d'autres. C'est maintenant que les gens, quand ils sont là, ah, moi je suis Beto, moi je suis Beto, moi je suis Dido. Hey, avant là, c'est nous faut peu devenir gourou en moins de 1 an. Hein? Si on te prend compte esclavagisme là, et puis on te dit qu'il ne faut plus parler ta langue. Ou bien tu es là-bas et puis tu fais enfant. Tes enfants vont devenir chose. C'est maintenant là, le monde est devenu tranquille. Ce que vous voyez là, vous dites, ah, le monde est chaud aujourd'hui. Le monde est devenu, il n'y a pas une période où le monde est froid qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui là, tu peux faire 10 ans dans un pays. Tu es là-bas, tu n'es pas. Il faut aller demander aux Européens, pendant la Première Guerre mondiale, là, et puis aujourd'hui, quelle était la période la plus tranquille?
Ils vont te dire que c'est maintenant qui est tranquille. Il faut aller demander à nos parents d'avant là. Avant là, quand les Blancs n'étaient pas venus là, c'était pas aussi la gaieté chez nous. Hein? On se faisait des combats très sanglants. Et donc là, on se soumettait les uns aux autres. Et donc là, quelqu'un pourrait être Koyaka. D'ici 3 ans, mais 2 ans, là, tu le retrouves, il est devenu Wabé Guéré. Et donc, quand tu combats quelqu'un là, il faut prendre le temps. Bon, le cas de Sikasso, on va passer dessus. Sikasso veut dire Sikasso. Sika, ça veut dire le doute. So, ça veut dire village. Comme Soso, Sosoroso, le village où on gagne les chevaux. Mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Et donc, Sikasso même n'était pas là. C'est pourquoi la femme qui s'est installée là-bas, avec le premier détachement là, ce n'était pas une région pour durer. Quand le sort aurait été levé, elle serait revenue avec ses gens. Et donc, entre-temps, on appelle ça Sikasso. Le lieu par habitation, mais on est là de façon transitoire. C'est pourquoi ceux qui connaissent Sikasso vous diront que c'est une zone un peu comme du bas-fond. Mais on passe sur tous ces détails-là. Si tu ne connais pas quelqu'un que tu veux combattre là, tu as déjà perdu les 90% du combat. Assimi Goïta, toi qui veux être aujourd'hui le chef des malfaiteurs de la sous-région, celui qui s'appelle Alassane Ouattara là, on n'a qu'à enlever son nom Alassane Ouattara sur lui. La personne d'Alassane Ouattara là, faites-vous une représentation mentale. Enlevez son nom Alassane Ouattara sur lui. Enlevez son nom de président de la Côte d'Ivoire sur lui. On retrouve un homme simple. Mais derrière cet homme simple, qu'est-ce qu'on voit? On voit un ancien directeur adjoint du FMI. Le Fonds monétaire international, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout l'argent du monde là. Même si ça fait 1 minute quelque part, lui, il est au courant. Mais ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire, c'est un homme qui connaît le monde. C'est un homme qui connaît du bon monde. Tu peux connaître le monde, mais tu ne peux pas connaître du bon monde. Tu peux connaître le monde, tu peux connaître du bon monde, mais il faut que tu sois aussi connu par le monde. Donc il y a 3 niveaux qu'il faut comprendre. Alassane Ouattara, lui, il a tout ça. Moi, par exemple, là, est-ce que je connais le monde? Pas vraiment. Est-ce que je suis connu du monde? Bon, peut-être les élèves de la classe me connaissent. Et est-ce que je suis connu des grandes institutions mondiales? Pas du tout. Et donc, vous voyez que presque tout me manque. Mais alors qu'Alassane Ouattara, lui, seul, il a tout. Bon, reprenons ça de façon simple. Assimi Goïta, si toi, on t'enlève ton petit treillis là, et puis on t'enlève ton pouvoir voler là, tu es qui? C'est de ça qu'il est question. Un être humain, on peut disséquer un être humain. C'est vrai qu'en médecine, on fait ça, mais on peut aussi disséquer un être humain. Chez vous-même, les Bambara, on fait ça. Quand un enfant naît, on peut regarder puis donner même son parcours de vie. On peut faire ça dans le sable, on peut faire ça par la position des étoiles, on peut faire ça dans l'eau aussi. On peut faire ça. Ceux qui ne sont pas africains là, quand on dit ça, vous êtes devenus des sorciers. Ce sont des connaissances. Ce sont des connaissances qu'on peut utiliser. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Quand tu t'en vas faire radiographie là, c'est pas pour voir ce qui est caché. Ah non, 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 nous on est Wahhabia, nous on est Wahhabia, nous on est intégristes chrétiens. C'est Dieu seul qui voit. Faut te coucher avec ta maladie. C'est Dieu seul qui voit la maladie. Oh. Faut pas aller faire radio. Hein. Non, ça aussi c'est voyance. Oh. Aller faire radiographie là, ce qui est caché là, on va regarder là. C'est voyance aussi. Parce que c'est ce qui est caché là qu'on se va voir. Mais comme toi tu crois trop en Dieu là, ton pasteur t'a dit qu'il faut jeûner 7 jours. Il faut continuer à jeûner. Ton cerveau va pourrir dans ta tête. On vient vous blaguer avec les régions. Pourquoi les Arabes eux-mêmes là, quand c'est chaud, ils viennent aux États-Unis, ils viennent voir ceux qui ont un bon champ de vision et une bonne maîtrise des événements. Nous, on nous dit non, 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 il faut tout laisser à Dieu. C'est Dieu qui va venir me dire, le soir, il faut manger telle nourriture, demain, là, il faut faire ça. Quand on est dans une religion, là, on n'est pas là-dedans pour être bête. Donc, comme je le disais, si tu n'as pas compris ce que je t'ai expliqué là, parce que moi, je ne suis rien, ça c'est vrai. Si je parle d'Alassane Ouattara, tu vas dire, ah, je suis aussi un fou d'Alassane. Toi-même, Assimi, prénom, on te prend. Ton treillis là, qui a fait que tu as pris pouvoir là, on n'a qu'à enlever ton treillis là. Et puis ton pouvoir volé qui va finir bientôt là. On n'a qu'à enlever ton pouvoir là. Quand on te prend, on te regarde là, tu es nu comme un ver de terre. Tu n'es rien.
tu ne connais pas le monde ne te connaît pas, et tu ne représentes rien. Alors qu'Alassane Ouattara, là, je lui enlève son titre de président, je lui enlève son nom, là. Il demeure quelqu'un. Il demeure l'ancien directeur adjoint du FMI. Il demeure un membre influent à vie du FMI. Il demeure quelqu'un qui a de la capacité. Donc quand quelqu'un qui n'est rien comme toi, Assimi, veut combattre quelqu'un qui connaît le monde, quelqu'un qui connaît du bon monde, et quelqu'un qui est connu du bon monde, comme Alassane Ouattara, ce combat-là, tu ne peux pas gagner. Ce combat-là, tu ne peux pas gagner. Toi, tu sais où Alassane peut rentrer? Toi, tu connais la Corée. Alassane même, il dit ça, mais les gens ne prêtent pas attention. Il dit ça, mais les gens prennent. Il dit, j'ai un carnet d'adresse. Toi, Assimi, tu as un carnet d'adresse. Parce que je n'ai pas dit de connaître le monde. J'ai dit, il faut connaître du bon monde, de la qualité. C'est de cela que je parle. Il faut que la qualité te reconnaisse. Toi, tu peux reconnaître la qualité, mais et si la qualité ne te reconnaît pas? C'est ça que j'ai appelé être connu par les institutions du monde. Parce que c'est là-bas que la qualité se trouve. Et c'est pourquoi Alassane Ouattara, là, sa parole, sa simple signature, compte dans l'évolution globale même de ce monde-là. Et ça, jusqu'à le jour où il va fermer ses yeux pour dire, moi j'ai quitté le monde des vivants. Ça, c'est Dieu même qui a fait ça. Alors que toi, Assimi, tu vas être la représentation de la honte à vie. Toi-même, tu as déjà honte de coups d'État que tu as fait. Tu dis, bon, les coups d'État là, on nous a pardonné. Toi-même, tu t'es pardonné. Et puis tu dis, bon, il ne faut plus que quelqu'un va faire. Donc voilà, quelqu'un qui est le symbole de la honte, qui veut combattre quelqu'un qui compte dans l'évolution globale de ce monde. Tu ne peux pas gagner ce combat-là. Ça, c'est un premier facteur. Alassane Ouattara, si tu ne le sais pas là, si, quel que soit ce qu'on dirait de la civilisation occidentale là, c'est eux en tout cas qui gouvernent. Que moi j'aime ou que je n'aime pas. En tout cas, c'est eux qui gouvernent. Ça au moins c'est sûr. Si eux dans leur demande là, quelqu'un qui n'est pas comme vous, mais pour qui vous avez de l'estime, de la fierté là, la civilisation occidentale va dire, Alassane Ouattara là, c'est notre fierté. C'est nous. Notre système là, quand on dit ça réussit là, le voici. C'est pas un putschiste, un malheureux comme toi. Avant d'être putschiste, c'était un être malheureux comme un ver de terre. Donc quand tu veux te battre avec un tel individu là, il faut d'abord chercher à te battre contre le vent. Là, quand tu finis de vaincre le vent là, tu viens contre la personne. Mais à la vérité, qu'est-ce que les Maliens veulent toujours? Ils veulent se servir de la Côte d'Ivoire comme un cache-sexe pour essayer de cacher toute leur nudité. On nous dit que lorsque Adam et Ève étaient dans le paradis imaginaire, quand Dieu leur a mis un coup de pied dans le derrière, comme l'autre, dans le roman de Voltaire, ils se sont retrouvés sur la terre. Ça, c'est la version religieuse pour les idiots. Mais toujours est-il que ce que je veux, c'est le mot cache-sexe là qui m'intéresse. Quand tu n'as rien qu'à te protéger là, que tu sois femme ou homme là, la première partie que tu vas protéger là, tu prends ta propre main et puis tu caches devant toi. Aujourd'hui là, c'est ce qu'on appelle cache-sexe. Quand les hommes évoluent un peu, on prend des feuilles pour s'attacher. Et aujourd'hui là, tous les putschistes, que ce soit le Cameroun, les malfaiteurs, que ce soit les putschistes, que ce soit les désespérés, que ce soit les incompétents, tous les dirigeants incompétents veulent utiliser la Côte d'Ivoire comme leur cache-sexe. Par exemple, si j'ai mis ma main devant là, je sais que je peux dire à tout le monde, vous êtes nus, vous êtes nus. Mais ça ne te garantit rien. Il suffit de passer derrière, on voit tes fesses derrière et puis on voit tout ce qu'il y a derrière. Ils sont là, dans le fait de Côte d'Ivoire. C'est Alassane qui est mauvais, c'est comme ça. Mais quand on leur demande, oh, Alassane Ouattara là, est-ce que c'est pas avec même franc CFA que vous avez là? Ils disent oui, oui, c'est vrai. La France là, c'est vous tous votre colonisateur, non? Oui, oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui fait que lui, il arrive à prendre le franc CFA pour se développer? Qu'est-ce qui fait que lui, malgré qu'il est là, il ne se plaît pas à longueur de journée, que c'est parce qu'il a été colonisé par la France qu'il est dernier? Ah, il dit non, quand c'est comme ça là, c'est pourquoi on vous demande de le maudire. Parce que ce qu'il fait là, quand il fait comme ça là, les gens vont nous demander pourquoi nous on ne fait rien dans nos pays. Et quand c'est comme ça, là, il va mettre la honte sur nous. Donc c'est pourquoi on est en train de le combattre.
Mais j'allais terminer pour donner des conseils aux Ivoiriens, surtout aux Ivoiriens du nord de la Côte d'Ivoire, ceux qui se disent Djoula, qui pensent que eux, puis les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, affinités linguistiques et sociales et autres là. Il est temps que vous arrêtez, que vous quittez dans l'enfance. Tu sais, quand on était encore plus petit, peut-être que certains seront d'accord avec moi, quand on n'était pas encore devenu pubère, quand on te dit voilà ta femme, ça t'énerve. Mais l'être humain là, on évolue en fait. Mais quand tu deviens pubère, quand on te dit voilà ta femme là, ton corps même t'impose pour te dire attends je vais réfléchir, parce que hier et aujourd'hui ne sont pas la même chose. Quand tu deviens un adulte là, la femme que tu as mariée là, et puis vous vous dites que c'est Roméo et Juliette là, après là, si vous vous aimez pour de vrai là, on quitte dans l'affaire de Roméo et Juliette, ça devient un colo-colo, ça dit qu'on s'est aimé au départ, mais vrai là, où on veut là, puisqu'on doit aller ensemble là, ça devient maintenant, comment on va appeler ça même, ça devient maintenant convoyage. On est ensemble, on voyage ensemble. Ça veut dire là, si je me réveille un matin là, que tu m'énerves là, je te dis tu m'énerves. Si tu n'es pas joli là, je te dis ça. Tu vas voir la femme dire à son mari, oh, toi-même tu es un faux là, regarde comment tu es. Elle le prend comme ici à rien. Tu es mal habillé, il faut quitter si on va passer. Tu vas voir aussi, ils ne sont pas en train de se parler mal. Hein. En réalité, c'est la relation qui a évolué ou c'est le sérieux qui s'impose maintenant. C'est-à-dire qu'on est quitté dans l'enfance où non. Après maintenant, la nature même t'impose sa règle et après l'expérience vient s'imposer. Si tu es dans un couple, où c'est toujours comme non, c'est pas, il y a quelqu'un qui trompe quelqu'un. Quand tout est rose là, il y a quelqu'un qui trompe quelqu'un. Mais laissons ça, ce n'est pas le sujet. Ce que je vais dire aux Ivoiriens du Nord là, quittez dans l'enfance de vos propres illusions. S'il y a des gens aujourd'hui là, vous êtes pris entre deux feux. Vous pensez que les Maliens là, vous êtes historiquement, sociolinguistiquement, vous avez des affinités. Vous êtes en train de vous tromper. Les Maliens vous voient en proie. Ils vous voient comme de la manière un chasseur voit un gibier. Parce qu'eux se disent quoi? Pourquoi des gens qui partagent les mêmes affinités linguistico-religieuses avec nous, pourquoi eux sont en Côte d'Ivoire, eux ils vivent bien et puis nous on vit mal? Et ça, ils n'acceptent pas. Que ce soit les Burkinabés, tous ceux d'en haut là, ils n'acceptent pas ça. Deuxième chose, c'est comme ça qu'eux vous voient. Mais vous les voyez comme des frères, comme des gens simples qui sont venus se chercher. C'est le piège fatal qui va vous détruire. Parce que ces personnes-là vont se mettre derrière vous et puis les propagandistes vont se mettre devant et puis vont vous broyer. Les Maliens préfèrent aujourd'hui que vous et puis Alassane Ouattara là, eux vous frappent d'en haut et puis les propagandistes n'ont qu'à vous tuer en bas et puis vous allez disparaître. Eux ils préfèrent ça aujourd'hui. Si ce que j'ai dit tu n'as pas compris là, faut continuer à te blaguer. Vous n'êtes pas frère avec les Maliens, vous n'êtes pas cousins, vous n'avez rien en commun. Être musulman là, est-ce que ça veut dire que vous allez mourir le même jour? Est-ce que ça veut dire que vous allez tous rentrer au paradis? Est-ce que ça veut dire que vous allez tous rentrer dans la même tombe? Donc là, assumez-vous. Les Maliens là, dites-leur clairement que vous venez de l'empire du Mandé. Vous venez de l'empire du Mandé. Et cet empire du Mandé là, on connaît bien sa situation. Ça englobait pratiquement une partie de la Côte d'Ivoire, une partie du Burkina, une partie du Ghana actuel, une partie de la Sierra Leone, une partie de la Gambie, une partie, comment j'appelle, Cap-Vert, Sénégal, tout. Même hier, j'ai rencontré une dame. Elle n'arrivait pas à communiquer. Et je lui demande quelle langue tu parles. Elle me dit elle parle Mandingo. J'appelle des gens de Côte d'Ivoire qui parlent Mandingo. Quand ils se parlent, ils ne se comprennent pas. C'était vaste. Ça partait jusqu'à la Mauritanie actuelle. Tout le désert là. Ça partait jusque là-bas. Donc là, vous n'avez rien en commun avec eux. La République du Mali est née en 1960. Vous n'êtes pas malien. Et donc vous n'avez rien à vous reprocher. Et vous ne devrez pas vous sentir frustré. Ah non, vous êtes malien. Quand ça les arrange, non, on est tous même chose. Vous n'êtes pas même chose avec eux. Hein? Dissociez-vous. Assumez-vous dans votre langage pour dire, vous les Maliens, vous vous assumez. Nous, on est Ivoiriens. Assumez-vous. Quittez dans l'hypocrisie contre vous-même. Parce que c'est ça aussi qui a fait que ce qui vous a trompé, vous les avez aidés. Sinon, si on avait laissé Gbagbo les massacrer là, aujourd'hui, ils ne seraient pas en train de faire ça.
Mais comme l'histoire de la vie est une répétition, on dit ça pour que les générations à venir retiennent cela. Si vous voyez un Malien dans un problème, laissez-le. Si vous voyez un Malien là, c'est votre ennemi le plus acharné. Pas parce que toi tu le veux comme ennemi, mais c'est lui qui te veut comme ennemi. Il faut le laisser. Même les Maliens qui sont là, en train de parler, il y en a les Ivoiriens, c'est faux. Ils veulent se donner de la popularité. Ils veulent qu'on retienne que non, ils sont tous même chose. En tout cas, ils sont tous même chose. Et ça, cet avertissement-là, c'est pour vous d'abord. Puisque les Maliens se présentent à vous comme étant vos ennemis les plus acharnés dans tous les sens, il faut leur rendre la vie dure afin de les ramener à un minimum de bon sens. Eux ne peuvent pas être en Côte d'Ivoire, ils ne payent pas les impôts, mais en même temps, ils veulent transformer la Côte d'Ivoire en impôts sur le dos, le sang et la sueur des filles et des fils de la Côte d'Ivoire. J'irai même plus loin pour faire des propositions. Que le gouvernement fasse des audits des commerçants maliens, burkinabés, nigériens. Les Nigériens quittent dans le désert, ils viennent prendre le marché du bois en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, on ne peut jamais voir ça. Les Maliens viennent. Il y a combien d'Ivoiriens qui ont des grands magasins à Bamako? Il y a combien d'Ivoiriens qui peuvent dire j'ai un magasin à Dabanani? Tu vas chercher, tu ne vas pas trouver. Ça là, est-ce que vous, moi je dois vous dire d'arracher les commerces aux étrangers? Ce n'est pas à moi de le dire, mais vous devez savoir ce que vous devez faire. Le gouvernement ivoirien doit remettre en place la carte de séjour, puisque on ne sait pas de quoi demain est fait. L'électricité, les Maliens consomment l'électricité. Nous, on augmente de l'électricité, alors que nous, on paye déjà notre facture. Pourquoi donc ne pas trouver une solution alternative? On remet la carte de séjour, l'argent que ça va coûter là, on prend l'argent, ce que carte de séjour donne là, et puis on prend pour mettre dans l'affaire de courant là. Puisque ce sont les parents maliens qui consomment. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si le courant augmente là, c'est parce que les compagnies qui produisent l'électricité n'arrivent pas à rentrer dans leur fonds. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils n'entrent pas dans leur fonds? Il y a le vol de courant, mais ça c'est à petite échelle. Quand tu sers un pays entier en électricité, que ce pays, il y a plus de 20 milliards ou il y a plus de 80 milliards qui n'est pas payé, c'est un trou qui se voit. Mais qui a consommé? Ce sont des Maliens à l'intérieur du Mali. Qu'est-ce qu'on fait pour rattraper? On met la carte de séjour en place. Ce que ça va générer là, on prend ça, on dit, bon, comme c'est l'électricité que vos parents ont consommé là, vous allez payer pour eux. Moi, je trouve ça logique. Et puis, il faut qu'on interdise l'achat des terres cultivables comme urbains, des terres urbaines, pardon, aux étrangers. Il y a combien aujourd'hui de Maliens qui ont de gros immeubles à Abidjan, qui ont de gros immeubles à Bouaké? Ce n'est pas mauvais si on avait en face de nous des gens raisonnables. Il y a combien aujourd'hui qui gagnent leur vie dans la culture de la terre? Mais ils ne sont pas du tout reconnaissants. Ils sont méchants, ils sont ingrats. À tel point que, en toute sincérité, quand tu commences à regretter le bien que tu fais là, mieux vaut arrêter en même temps. Parce que, même si tu continues à faire là, ça ne sert plus. Et aujourd'hui, nous les Ivoiriens là, on regrette vraiment le bien qu'on est en train de faire pour les étrangers. On n'est pas contre les étrangers. Moi-même, je suis aux États-Unis, là, je suis étranger. Mais le problème là, c'est le comportement. Si moi je me comportais comme une gangrène aux États-Unis, les Américains allaient me dire, tu nous énerves, on n'a plus besoin de toi. C'est ce qu'on appelle ici la déportation. Et donc là, puisqu'on on copie les modèles des Occidentaux là, il faut qu'on mette la carte de séjour pour déporter ces personnes-là. Là, quand c'est comme ça là, ce qu'ils soutiennent dans leur salon, on va les obliger à faire franc jeu. Quand ils prennent de l'argent, ils font partir à Simi. Quand ils sont dans leur salon, en Moukoutie, si on commence à les déporter, à faire des rafles et puis les chasser du pays en masse pour aller mettre ça au Mali là-bas, là. Quand le Mali sera rempli là, le bonheur qu'Assimi a créé là, ils vont vivre de ça là-bas. Et puis, de façon spécifique, nous sommes dans une guerre qui se mène sur plusieurs fronts. Si le gouvernement ivoirien veut gagner là, les impôts des Ivoiriens ne doivent pas être les mêmes choses comme les impôts des étrangers. Ça aussi, il faut avoir le courage de dire. Nous, on a notre propre pays. Si nous, on doit payer le même impôt que les étrangers. Mais finalement, là, ce n'est pas juste.
que ce soit les Libanais, que ce soit les Maliens, les Burkinabés, si tu n'es pas Ivoirien là, on doit faire peut-être l'impôt d'un Ivoirien ne doit pas dépasser 10%. Maintenant, toute la différence que le gouvernement veut là, on met ça sur pour les étrangers. Ça prend ou à laisser. Là, quand c'est comme ça, quand ça va les énerver, là, ils vont aller dans leur pays. Ça aussi, il faut que les gens pensent à ça. Et je vous l'ai dit, entre 2019 et 2021, entre 2019 et 2021, je vous en avais déjà parlé, les groupes djihadistes que vous voyez au Mali là, je ne vous avais pas expliqué quelque chose. Sans que la Côte d'Ivoire ne le sache, ils se servent de la Côte d'Ivoire pour faire de l'orpaillage clandestin. Ils se servent de la Côte d'Ivoire pour faire du trafic de bétail. Et ils se servent de la Côte d'Ivoire pour faire du commerce. Depuis 2021, Marius Koudou est témoin. Il sait, on a dit ça aux autorités. On a dit ça aux autorités. On a signalé, je leur ai dit, la zone d'Abidjan Sud, même surtout là, les gros immeubles que vous voyez pousser là, c'est l'argent du djihadisme. C'est de l'argent sale qui est recyclé. Nous, on a averti. Les gens pensent que nous, on est là, on est contre les gens. Depuis 2021, on a averti. Il y a des réseaux de commerçants, il y a des réseaux des éleveurs dans les régions. Ils mènent ces activités-là. Et en retour, ils ravitaillent les djihadistes en argent et en renseignement. Ce qu'on vous dit là, est-ce que vous avez bien entendu? Ça, c'est à l'attention des autorités ivoiriennes. On vous avait dit, vous n'avez pas cru. Le 25 août 2023 à Bouaké, vous avez vu un peu échantillon là. Vous avez vu un peu échantillon. Tellement c'est grave. En février 2021, la petite femme d'Amadou Koufa était à Bouaké. Elle est venue prendre de l'argent. Elle a fui passer par le Burkina, rentrer au Mali. Je saute le reste du détail. Faisons beaucoup attention. Sinon, on va être nous-mêmes notre propre couteau. On va se faire harakiri sans qu'on ne s'en rende compte. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là.